pour le décryptage important ce matin, essentiel même. Bilal Tarabé est avec nous sur le plateau. Bonjour Bilal. Bonjour Pauline. On vient de le dire, on a appris ce matin que l'armée israélienne avait pris le contrôle du point de passage de Rafah. Ce sont les images qu'on a vues tout à l'heure, diffusées par l'armée israélienne, de ce drapeau israélien sur ce point de passage. Qu'est-ce que ça dit de la stratégie militaire israélienne ? Alors on peut dérouler plusieurs points. D'abord, ce point de passage de Rafah, il marque l'entrée de la partie est de la ville depuis Israël, si on trace une ligne à vol d'oiseau. Donc déjà, très logiquement, dans cette opération qui était annoncée sur Rafah, après qu'on a su que l'armée israélienne demandait aux habitants de la partie est de la ville d'évacuer, eh bien c'est par là que rentre logiquement l'armée israélienne par voie terrestre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que désormais, l'armée israélienne contrôle tous les postes frontières entre la bande de Gaza et non seulement Israël, mais désormais l'étranger, puisque ce point de passage de Rafah, eh bien, c'était le seul poste frontière qui reliait la bande de Gaza à un pays étranger, en l'occurrence l'Égypte. Et par-dessus ça, on sait, et là, ça fait des années que l'armée israélienne et les renseignements israéliens le disent, que le Hamas fait rentrer tout un tas d'éléments, d'hommes, de matériel qui menacent sa sécurité par ce point de passage de Rafah. Ensuite, ce point de passage de Rafah, il est le long de la frontière sud de la bande de Gaza. On le voit sur cette carte. Cette frontière sud, l'armée israélienne, elle l'appelle le corridor de Philadelphie. Et ça fait plusieurs semaines que l'armée israélienne dit qu'elle veut occuper le corridor de Philadelphie, donc de Kerem Shalom, de la frontière israélienne, jusqu'à la mer. Et ça nous amène à notre dernier point, Pauline. En réalité, on a une stratégie générale qui se dessine de la part d'Israël, qui est d'entourer l'intérieur de la bande de Gaza d'un no man's land, d'une zone de tampon qui existe déjà, qui part du nord de la bande de Gaza, qui fait tout le tour par l'est et qui commence maintenant à arriver au sud pour repousser le plus loin possible des frontières d'Israël toute présence humaine, donc combattants du Hamas, candidats terroristes éventuels, mais aussi population civile palestinienne. Et ça, c'est pour assurer sa sécurité, parce que, on le sait, pour Israël, l'objectif numéro un depuis des années, mais alors évidemment depuis le 7 octobre, cela va sans dire, c'est d'assurer sa sécurité. Donc on voit cette zone tampon se dessiner de plus en plus. On a cru hier soir, Bilal, que la trêve était proche entre les groupes armés palestiniens et Israël. On a cru que le Hamas avait accepté la proposition de trêve israélienne, celle dont on parle depuis des semaines. Ce n'est pas ça qu'il s'est passé. Absolument, et vous faites très bien de le formuler comme ça. En réalité, il y a ce que le Hamas dit et ce que le Hamas fait. Le Hamas a dit qu'il avait accepté une proposition israélienne. Non, il y a deux documents aujourd'hui. Il y a le document israélien que le Hamas étudiait depuis un peu plus d'une dizaine de jours maintenant. Et il y a ce document dont on parle ce matin qui est en fait une réponse du Hamas. Alors on se perd en contre-proposition, mais ce serait la contre-proposition à la contre-proposition. Bref, en tout cas, on a le détail de ce plan, Pauline, puisque le Hamas l'a publié. C'est un plan en 3 phases. La première, la phase 1, c'est la libération alors d'abord 42 jours de cessez-le-feu, la libération de 33 otages. Ça correspond aux échos qu'on avait de la proposition israélienne, donc de l'autre document. Il y a le retrait partiel des troupes israéliennes, mais aussi le retour des habitants dans le nord de la bande de Gaza. Il y a ensuite une deuxième phase, 42 jours de cessez-le-feu supplémentaires qui donc jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas prévus, en tout cas n'étaient pas commentés. L'instauration d'une période de calme durable, c'est une citation, le retrait de la plupart des troupes israéliennes de la bande de Gaza et la libération des otages réservistes et ou soldats israéliens. Et enfin, une dernière phase qui serait l'échange des corps des combattants respectifs, mais aussi le début de la reconstruction de la bande de Gaza sous l'égide internationale et enfin la fin du blocus de Gaza. Donc on voit bien que le Hamas, lui, se projette déjà dans l'après-guerre, alors qu'on sait, on le commente assez souvent sur ce plateau, que du côté israélien, il n'y a absolument pas de stratégie ni de plan annoncé pour après les opérations, qu'il se projette dans l'après-guerre, qu'il se projette même dans des sujets qui n'étaient même pas abordés avant le 7 octobre, par exemple la fin du blocus sur Gaza. Et enfin, et on le sait, Israël veut la fin du Hamas, ce que le Hamas, évidemment, ne va pas aborder dans le plan qu'il publie.
Et ce qui brouille un peu les pistes en deux mots, c'est que le Hamas a donc rendu public cette contre-proposition, quand Israël, en réalité, le document dont on parle depuis des semaines, on ne sait pas vraiment ce qu'il contient dans le détail. Alors, c'est un coup stratégique du Hamas de rendre public son document, tout simplement parce qu'il met la pression sur le gouvernement israélien. Pourquoi il met la pression sur le gouvernement israélien? Non seulement il le met en position d'être la partie qui refuse, mais surtout il prend les opinions publiques à témoin, et notamment, et je finirai là-dessus, vous en avez parlé juste avant de me poser vos questions, l'opinion publique israélienne, celle qui veut la libération des otages. Dans ce plan détaillé, il y a la libération des otages dans 2 phases, et c'est bien évidemment ce que les Israéliens qui veulent la libération des otages vont voir avant tout. Merci beaucoup Bilal, j'ajoute qu'on viendra